même des personnes peu connues du grand public et qui veulent aussi sortir de leur laboratoire, et c'est ce que je salue chez Monsieur Rovelli. Je sais qu'aujourd'hui 16% des chercheurs cherchent à communiquer avec le public également, ce qui n'est pas évident parce que leur temps leur est compté. Et bravo à vous, parce que les sujets sont... Il y a sans doute un public ici averti, mais pas nécessairement. Donc, c'est un objectif difficile. Donc, bravo d'être là. Et bravo aussi aux conférenciers, voilà, parce qu'il s'agit de ne pas dénaturer le sujet. Mais nous avons là, je crois, un grand pédagogue. Voilà ce que je voulais dire un petit peu. Resituer les choses, vous dire qu'on est au terme ici d'un cycle de 3 conférences ayant pour thème l'astrophysique, qui rend compte d'un domaine scientifique donc en pleine évolution. Pour mémoire, en novembre 2012, nous avions reçu Madame Anne-Marie Lagrange avec le titre de la conférence était à la recherche d'autres mondes. Anne-Marie Lagrange du laboratoire de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Elle nous a fait assister au mécanisme de formation d'exoplanètes en des systèmes planétaires de la proche banlieue de notre propre système solaire, au moyen d'images numériques et réelles. Voilà, c'était à couper le souffle, comme me disait Eddy, mon acolyte, que je vous présenterai tout à l'heure pour l'organisation de cette conférence. Ensuite, la seconde conférence, simplement pour vous le rappeler, c'était l'année dernière, un an jour pour jour pratiquement, le 25 mars 2014, une conférence donnée par Françoise Combe de l'Observatoire de Paris, portant sur Histoire de la Voie lactée dans l'expansion de l'univers. Elle nous a révélé ce que sont les galaxies en leur structure, leur dynamique propre et interrelations qui se poursuivent dans tout l'univers. Même chose, et ce sera le cas ce soir, au moyen d'images numériques et réelles, très impressionnantes de savoir, voilà, parfois réservées à la seule communauté scientifique jusqu'ici. Donc c'est aussi un privilège que vous nous faites, je vous le rappelle. Et donc enfin, j'ai le plaisir de vous présenter donc Monsieur Carlo Rovelli, physicien au Centre de physique théorique du campus Lumini à Marseille. Il vient de Marseille pour nous voir, nous rencontrer, chercheur reconnu mondialement, auteur d'une vingtaine de livres sur la gravité quantique et les philosophes présocratiques. Il est auteur de très nombreux articles scientifiques, bien sûr. Polyglotte, oui, il parlera en français ce soir, parce que j'ai eu des appels ces derniers jours pour savoir s'il y avait un traducteur. Professeur des universités de Pékin, Pittsburgh et Aix-Marseille, membre de l'Académie internationale de philosophie des sciences, membre de l'Institut universitaire de France. C'est un référent d'éditeurs prestigieux comme Oxford et Cambridge University Press. Voilà, de plus de 15 revues scientifiques. Nous sommes absolument ravis que vous ayez accepté notre invitation. Carlo, merci beaucoup. Voilà, si vous êtes aussi nombreux, c'est que je suis soutenue et portée par un de nos fidèles adhérents de la médiathèque. Je voudrais qu'il puisse, comme il est aussi spécialiste, vous dire un mot avant de passer la parole à Monsieur Rovelli. Eddy Benetton, si vous voulez bien me rejoindre, Eddy. Comment le qualifier? Passeur d'informations, organisateur, promoteur de conférences d'astrophysique en médiathèque, la preuve. Voilà, il est du milieu, ingénieur INPG et ICG Paris, rompu aux pratiques de recherche en laboratoire, radiocristallographie par RX, métallurgie du soudage, inventeur de produits de soudage, dont très bas carbone de 1973 à 1986. On donne un peu le pédigré, les références, ça rassure. En tout cas, moi, je voulais vous remercier infiniment d'avoir fait ce travail de médiation physique sur le terrain pour que tout le monde sache ce qui se passe ce soir et permette cette rencontre. Sans plus tarder, je vous passe la parole. Vous dire que le propos de Carlo, pour calibrer un petit peu, durera 1 heure de temps. C'est ensuite ouvert au jeu de questions-réponses avec vous. Et puis, il y aura peut-être encore un peu d'énergie pour dédicacer son dernier ouvrage. Voilà, Eddy, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci. Merci Françoise. Bonsoir. Ce soir, nous nous proposons d'explorer
les bords du savoir en matière de temps, d'espace et je crois avoir dit matière, hein, de temps, de matière et d'espace, jusqu'aux confins de l'univers. De quoi s'agit-il? En fait, de concilier deux infinis. Un infiniment grand, qui est, je crois, s'il y a un infiniment grand, qui est en fait, excusez-moi, qui est en fait la limite de détection d'une galaxie, visible aujourd'hui, dirait l'astronome, et un infiniment petit, électrons et particules, actifs, ici, et aussi dans d'autres mondes, comme les exoplanètes, dirait l'exobiologiste. Pratiquement, les physiciens proposent de concilier, d'une part, un phénomène de gravitation, c'est-à-dire une masse grave conséquente, comme une étoile, et qui attire un objet qui peut être une planète ou quantité d'autres, et d'autre part, des phénomènes quantiques que nous connaissons tous parce qu'utilisateurs d'appareils, comme des appareils très simples, ménagers, n'est-ce pas, ou de loisirs, qui sont d'une électronique banale, ou de capteurs très sophistiqués, ou d'appareils médicaux. Qu'est-ce que la radioactivité du cobalt-60, si ce n'est l'activité de noyaux atomiques? Rassurez-vous, si ces sujets sont délicats, ardus, vous avez pris le parti ici de trépasser vos frontières mentales, c'est-à-dire de voyager, comme l'a précisé un chevalier Jean de Mulder en 1350, c'est-à-dire de comprendre, comme tant de savants qui, depuis 3 siècles au moins, tentent de déchiffrer une si belle nature. Alors, pourquoi concilier? Parce que séparément, les théories de la gravitation et quantique, en définitive, sont tout à fait séparément, excusez-moi, fonctionnent à merveille. Cependant, en l'état, les scientifiques sont dans l'incapacité de les unir, donc le problème est ouvert. Et en conséquence, comment, où et quand concilier? Eh bien, Carlo Rovelli, avec ses collègues Abe Astekar et Lis Moline, qui sont cofondateurs d'une proposition de solution qui s'appelle gravité quantique à boucle. Et je vous ai proposé ici et maintenant d'en découvrir des aspects inattendus, comme très souvent en science. Grazie mille Carlo di essere in riunione con noi, et merci beaucoup d'avoir passé beaucoup d'heures pour tenir cette conférence. Et merci à vous tous aussi d'être si nombreux et venez encore plus nombreux à la médiathèque d'Anguin. Vous trouverez une équipe tout à fait enthousiasmante et je remercie beaucoup Françoise d'avoir accepté, d'avoir organisé ce cycle de 3 conférences. À tous et à toutes, je souhaite une écoute soutenue et renouvelée. Merci de votre attention. Merci. Merci, Edith. Monsieur Rovelli, je vous invite à venir. S'il vous plaît, merci.
Merci d'être ici, vous tous. Alors, première chose, je dois tourner cette chose. Est-ce que je peux avoir les images? Alors, tandis que la technologie se met en place, je vais chercher de vous présenter deux choses aujourd'hui. Une, c'est l'image du monde qu'un physicien théoricien a aujourd'hui. Et l'autre, c'est ce que nous ne savons pas encore et nous sommes en train de chercher de comprendre, d'éclaircir. Donc la présentation, c'est un peu deux parties qui se suivent, l'une après l'autre, de façon naturelle, mais il y a une brisure entre les deux. La première partie, c'est ce qu'on sait, et la deuxième, c'est ce que... Ça marche pas? Ah, voilà, ça c'est le titre. Et la deuxième partie, c'est que ce que nous cherchons de faire, parce que moi je pense, ce qu'il y a de plus intéressant dans la science, ce n'est pas seulement ce que nous avons déjà compris, mais c'est surtout là où on ne sait pas. Non, le monde est plein de mystères, et ça sera un des thèmes de ce que je vous raconte. Et c'est là où il y a le mystère qu'on a plus d'intérêt. De regarder un peu plus là, un peu plus par là de ce que nous savons. Alors je commence très simplement par deux images, qui sont les deux images qui étaient dans les flyers de présentation. Celle-ci est la première, peut-être vous l'avez vue parce qu'ils c'était sur plusieurs journaux. Ça représente grosso modo la chose la plus petite que nous sommes en train de regarder directement aujourd'hui. Ça, c'est une des collisions de particules qui se font à Genève, à CERN, la grosse machine qui fait des collisions de particules. Il y a une particule qui vient par ici, une autre par là. Elles se rencontrent tête à tête, il y a une espèce d'explosion, elles se brisent, il y a tous les morceaux qui vont partout, il y a des particules qui se font. Et de cette façon, on regarde de plus en plus dans le petit, et on arrive à voir aujourd'hui à des dimensions très petites. Je ne veux pas mettre des nombres là. Je vais vous, dans la deuxième partie de cette compte, je vais vous parler des dimensions beaucoup plus petites que celle-ci. Mais ça, c'est au plus petit qu'on arrive. L'autre image, celle-ci peut-être vous l'avez aussi vue, pour moi c'est une image, il y a beaucoup d'émotions là. Ça s'appelle, c'est le Ultra Deep Field du télescope de Hubble, le super profond champ de télescope de Hubble. Donc qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un morceau du ciel que si vous regardez avec les yeux nus comme ça, ou avec un télescope, ou avec des lunettes, vous voyez que du noir. Rien de tout. D'accord? Donc, partout dans le ciel où il y a le noir, 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 avec la machine la plus puissante que nous avons, qui est le télescope Hubble, qui est en orbite, d'accord, qui a cette grande lente qui arrive à voir beaucoup mieux qu'avec des lunettes. Ce qu'on voit, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est ça? Ben, vous le savez, notre planète tourne autour du Soleil. Le Soleil, c'est une des 100 milliards d'étoiles qui sont dans la galaxie. Donc notre planète, finalement, c'est un grain de poussière dans cette grand nuage de poussière qu'est la galaxie, qui a 100 milliards d'étoiles, c'est énorme. Et aujourd'hui, nous savons que la grande majorité ont des planètes autour. Donc il y a une centaine de milliards de terres, de trucs comme la Terre, grosso modo, qui se promènent. Et la galaxie elle-même, c'est l'une des 100 milliards de galaxies qu'on arrive à voir. Et partout où on regarde, on voit d'autres galaxies. Voilà, des petits trucs comme ça, très très loin, même les plus petits sont des galaxies. Des galaxies, chacune a 100 milliards de galaxies. Donc ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est ce que nous savons du monde, du plus petit, pas du plus petit qui existe, du plus petit où on arrive à voir, au plus grand
C'est pas le plus grand qui existe, c'est le plus grand qu'on arrive à voir. Dans cette immensité d'espace, d'échelle, de grandeur, nous sommes un petit truc, un petit glou, je sais pas quoi, comme probablement il y en a comme nous, toutes sortes d'autres choses dans les autres galaxies, dans les autres étoiles, les autres planètes, partout, on ne sait rien. Et de façon assez surprenante, parce que je vais parler beaucoup des limites de ce que nous pouvons comprendre, des limites de la science, mais permettez-moi de partir du point opposé. De façon assez surprenante, nous avons un ensemble de théories, de visions, d'équations et d'images qui nous permet de comprendre très très bien ce qui se passe d'un extrême à l'autre de cette immensité. Nous avons une vision du monde très simple qui permet de rendre compte, de comprendre, avec plein de morceaux ici, là, des choses que nous ne comprenons pas, mais il semble que derrière toute cette complexité énorme, finalement, le monde est simple. Le monde simple est décrit par les lois de base de la physique, desquelles je vais vous parler vite, en commençant des lois de physique que vous connaissez probablement bien, et en changeant tout ce que nous avons compris année après année, siècle après siècle, jusqu'à maintenant. Et le point de départ, c'est une image du monde que vous connaissez très bien. Le monde est fait d'un espace grand, infini, le temps qui passe, et des petits trucs, des petites particules qui se promènent. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la vision du monde qui a été développée, grosso modo, au XVIIIe siècle par Newton. Et Newton a écrit les équations qui suivent les particules, donc les particules vont tout droite, sauf qu'il y a des forces entre eux qui le font changer, donc il n'y a que les particules, les forces, l'espace et le temps qui passe, c'est tout. C'est une vision extraordinaire, hein, c'est une vision extraordinaire. Newton ne l'a pas inventée, ça vient de l'Antiquité, ça vient de Démocrite. L'idée c'est qu'il n'y a que ça. L'univers, la réalité, c'est de l'espace avec des particules qui se promènent, et tout, c'est-à-dire l'air, mon pouls, la plastique, la lumière, nos pensées, tout est fait par ces mouvements de particules. Alors tout cela a marché de façon étonnante, sauf que le monde n'est pas fait comme ça, c'est un peu plus compliqué. Et ça a commencé à se compliquer au XIXe siècle avec l'électromagnétisme et la découverte de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme, c'est quoi? Je vous donne une image très simple. Imaginez que ça c'est l'espace et ça c'est les particules qui se promènent. Le monde, c'est que ça. Okay? Espace et particules. Alors, ce que Maxwell et Faraday et les gens qui ont découvert l'électromagnétisme ont découvert, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a un autre ingrédient dans le monde qui est le champ électrique et le champ magnétique qu'on étudie à l'école. Et qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est partout. Imaginez qu'il y a une espèce de nuage qui peut faire des vagues, peut bouger, qui est le champ électromagnétique. Et nous sommes immergés dans ce champ électromagnétique qui est réel et qui voilà, c'est le truc vert là que je l'ai décrit comme ça, et qui porte la force électrique d'une certaine façon. D'accord? Donc, après le 19e siècle, quand vous allez à l'école, vous étudiez la physique, il n'y a pas que l'espace et les particules, mais il y a aussi cet objet, ce champ. Et le champ, c'est important, parce que tout ce que je vais vous dire, ça dépend de cette idée du champ. Donc ça, c'est un moment initial de la physique moderne. Le champ, cette chose que j'ai dessinée comme ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est partout dans lequel nous sommes immergés, mais qui est réel. Donc il n'y a pas que l'espace et les particules, la matière, mais il y a aussi le champ électrique, etc., le champ magnétique. Et la chose merveilleuse que Maxwell a compris, c'est que la lumière, c'est des petites vagues sur ce champ. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est la lumière? C'est tout simplement ce champ qui bouge très vite, fait des petites ondelettes, et ces vagues sont vite sur la lumière. Donc, quand Maxwell a écrit les équations qui décrivent le champ et comment il bouge, il s'est aperçu que ce mouvement, ces ondes, vont à la vitesse de la lumière. Ça, c'est le monde qu'a étudié M. Einstein quand il est allé à l'école. Et
il a changé pas mal de choses dans son travail. Et la chose centrale, il y a deux grandes intuitions qu'a eu Einstein, mais la chose centrale, la plus belle idée qu'a eu Einstein, est la suivante, que je cherche de vous faire voir de façon simple. Donc ça, c'est l'espace, d'accord? Et ça, c'est le champ électrique. Et le champ électrique, c'est la façon dont il y a les forces entre les charges électriques. Les charges se tirent l'une l'autre grâce au champ. Donc Einstein a dit, ben, aussi la force de gravité. La force de gravité, c'est les choses qui tombent, d'accord? Un objet est tiré par la Terre. La Lune attire la Terre attire la Lune. Toutes les choses s'attirent. Aussi, la force de gravité doit être portée par un champ. Donc il doit y avoir un autre champ, un champ gravitationnel. D'accord? Et Einstein a commencé à étudier le champ gravitationnel, et là a eu une idée formidable. Une idée belle, correcte, formidable. C'est-à-dire, il y a un champ gravitationnel, mais il ne faut pas l'ajouter. Le champ gravitationnel, c'est l'espace lui-même. L'espace dans lequel nous sommes immergés, c'est un champ. Et nous ne sommes pas immergés dans un espace fixe, mais dans un espace qui peut bouger. Peut faire des vagues, peut se plier, peut même faire des trous. Je ne fais pas un trou parce que c'est mon cahier. D'accord? Ces trous sont les trous noirs. Donc, le monde, cette chose que j'ai dessinée comme une surface plate, finalement peut bouger, elle aussi, et ça, c'est le champ gravitationnel, et ça, c'est l'espace. C'est une idée très belle parce que c'est une simplification du monde étonnante. Il n'y a pas espace, particules et champ. Il n'y a que les particules et le champ. Un de ces champs, c'est l'espace lui-même. Vous le savez, l'espace, c'est une manifestation d'un champ physique. Un objet physique réel qui peut bouger et qui suit des équations. Einstein utilisait, c'est pas deux dimensions, c'est quelque chose, nous sommes immergés dedans. Einstein utilisait l'image du mollusque. Il disait, c'est comme si nous étions immergés dans une immense mollusque méduse, qui peut se plier, se tirer, se comprimer. Et ça, c'est l'espace dans lequel nous sommes. Donc, ça, c'est le monde d'Einstein. Un espace court, qui est un champ, avec d'autres champs comme le champ électromagnétique, plus de particules. Sauf que j'ai un peu triché, parce que c'est un tout petit peu plus compliqué de ça, parce que cette chose courbe, ce n'est pas seulement l'espace qui est courbe, mais c'est l'espace-temps qui est courbe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Einstein a compris une autre chose, que le temps, c'est un peu plus compliqué de ce qu'on imagine. Le temps, on a l'idée de... Qu'est-ce que c'est le temps? Maintenant, c'est 7h30. Après, dans un quart d'heure, ce sera 7h45. Donc, c'est comme s'il y avait une grosse horloge qui donne le temps de l'univers et tout bouge dans le temps. Non, ce n'est pas ça. Le temps, c'est différent. Ça, c'est la chose qu'a compris Einstein. Et c'est différent de façon très remarquable, très subtile. Alors ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée de toute l'histoire que je vais vous raconter. Alors, nous pensons qu'il y a le passé, désolé pour l'anglais là, il y a le passé, hier, avant-hier, l'année passée, il y a 1000 ans, il y a 100 000 ans. Le présent, tout ce qui se passe maintenant, ça c'est nous par exemple, là il y a Paris, là il y a Marseille où j'habite, là il y a l'Italie où je suis né, au fond d'autres choses, etc. Il y a le futur, chose qui doit venir. Alors ça c'est l'image de l'espace-temps, c'est-à-dire de tout l'espace dans tous les temps, avant Einstein. Okay? Einstein, qu'est-ce qu'il a compris? Ben, il a compris qu'en réalité, c'est comme ça. Entre le passé et le futur, le présent, ce n'est pas instantané. Il y a un espace intermédiaire. Pour ceux d'entre vous qui sont des physiciens, ce sont l'ensemble de points de type espace, ça s'appelle. D'accord? Qui sont des points qui ne sont ni dans des événements, qui sont ni dans le futur, ni dans le passé. Imaginez qu'il y a quelqu'un à New York, là, qui vous appelle, et dit « Allô ?» Alors, il prend du temps pour sa voix, pour arriver jusqu'à nous, et ça ne peut pas arriver de façon instantanée, c'est impossible. Et donc, prend du temps, et vous répondez de suite, il prend du temps, la voix à retourner. Entre les deux, c'est ni passé ni futur. Donc, finalement, l'espace et le temps ne sont pas séparés,
sans bouger. Donc finalement, je reviens à l'image précédente, ce n'est pas l'espace seulement qui est courbe, c'est l'espace-temps qui est courbe. Donc le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Le monde, c'est un espace-temps courbe avec le passé et les futurs séparés par cette espèce de présent étendu, avec le champ électrique, les particules qui ont l'histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le temps est courbe? Je vous donne une image pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire le temps courbe. Alors, si vous prenez une horloge et une autre horloge, les deux, et vous vous assurez qu'il indique le même temps, alors, l'idée que nous avons est que si on sépare deux horloges, attends, on les remet ensemble, ils indiquent le même temps. D'accord? Est-ce que c'est vrai? Non. Évidemment, c'est vrai avec des horloges comme ça, parce qu'ils ne sont pas assez précis. Mais si on prend des horloges précis, on prend deux horloges, ça on peut le faire dans un laboratoire de physique. Aujourd'hui, nous avons des horloges super précis, précision étonnante. Donc on prend deux horloges, on prend un des deux, on le met plus à nous, on attend 1, 2, 3, 4, 5 un peu, on le remet ensemble, on regarde, et ils n'ont pas le même temps. À nous, il y a plus de temps qu'en bas. Donc à nous, le temps passe plus lent, et en bas, le temps passe plus vite. Et ça, ce n'est pas une étrange idée d'Einstein ou quelque chose comme ça, c'est une chose qu'on mesure. Donc ça veut dire que si vous avez un frère jumeau, même âge, et l'un des deux va vivre à la montagne, et l'autre reste à la mer, après un peu de temps, ils se rencontrent, et celui qui allait vivre à la montagne, il est vieux, et celui qui allait vivre à la mer, il est jeune. Alors, l'effet est petit, c'est pas si grand. Dans mes cours de relativité générale, l'examen que j'ai donné cette année, c'était de calculer exactement quel est le temps de différence que quelqu'un qui va vivre à la montagne a vécu en plus après une centaine d'années. Et c'est 1/10 de seconde. Donc ça ne vaut pas la peine d'aller vivre au Tibet toute votre vie pour gagner une dixième de seconde. Mais c'est vrai. Et sur une étoile un peu plus lourde que la Terre, c'est beaucoup plus forte. Si on comprime une masse et on s'approche beaucoup de la masse, la différence de temps là, c'est beaucoup majeur. Plus on s'approche de la Terre, plus on va en bas, plus on s'approche de masse, plus le temps ralentit. D'accord? Ralentit de plus en plus en plus en plus. Si vous avez vu le film Interstellar, c'est joué exactement sur cette chose, c'est absolument correct. Il y a plein d'autres choses dans le film qui sont des bêtises absolues, Hollywood, mais celle-là est correcte. Si on s'approche d'un trou noir, d'une grosse masse, d'une grosse planète, d'une grosse étoile, le temps passe plus lentement. Donc dans le film Interstellar, il y a le protagoniste qui va dans une planète, il passe là 1 heure, 2 heures, 3 heures, et il rentre et il trouve ses amis plusieurs années plus vieux, parce que pour lui, le temps est passé plus lentement. Donc, ici, le temps passe plus vite, et ici plus bas. Donc ici, c'est comme s'il y avait plus de temps. L'espace-temps s'est élargi, là. Ici, c'est plus étroite. Et si vous y pensez un moment, ça explique pourquoi les choses tombent. Imaginez que je tire, bon, si je tire ça, je le casse. Imaginez que je tire ça. Pourquoi ça fait comme ça au lieu d'aller tout droit? Ben parce que le temps va plus lent. Imaginez que vous êtes à Paris et vous devez prendre l'avion pour New York. Et si vous regardez le parcours qu'il fait, il ne va pas droit, il monte et il redescend. Pourquoi le pilote monte et redescend? Ben parce que la Terre est courbe. En réalité, ça c'est le parcours droit dans une Terre courbe. D'accord? Parce que c'est plus vite. Si vous voulez plus à nord, il y a moins de distance entre l'est et l'ouest. Donc ça convient de passer par là. Mais exactement pour la même raison, si vous tirez un ballon, pour aller d'ici ici, c'est convenable au ballon de passer à nous parce qu'il y a plus de temps là. Donc, de façon technique, la ligne suivie par un avion s'appelle géodésique, c'est la ligne la plus courte, extrême, entre ce point et ce point. La ligne suivie par le ballon, c'est la ligne la plus courte dans l'espace-temps, qui est courbe.
Donc ça, c'est l'étrange monde d'Einstein, et c'est un monde qui... alors ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, on mesure toutes ces choses. Très bien. On mesure à différence, on mesure le temps plus vite et plus lente à différence de 40-50 cm avec les horloges que nous avons aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire, c'est que Einstein s'est rendu compte de tout ça il y a 100 ans, 1915, exactement 100 ans, avant qu'on avait les horloges suffisantes pour mesurer ces choses. Et par comment? En étudiant tout ce qu'on savait sur le monde à son temps, et en se demandant comment on peut faire marcher les choses qu'on sait tous ensemble bien. Il avait compris tout ça. Et ça, c'est la grande révolution d'Einstein, 1915, donc exactement 100 ans cette année. Il y a une autre chose qui s'est passée, comme disait Eddie avant, durant le siècle dernier, que c'est la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est cette extraordinaire théorie qui nous dit plein de choses, mais peut-être la chose la plus intéressante qui nous dit, c'est que finalement, les particules de Newton, la matière et les champs ne sont pas vraiment ces choses si différentes comme il semblait avant, comme il semblait au XIXe siècle, au début du XXe siècle. Parce que les champs, comme le champ électrique et magnétique, si on les regarde bien, à petite échelle, c'est comme un nuage de particules, ça s'appelle les photons. Et les particules, au contraire, si on les regarde bien, ils ne sont pas vraiment localisés dans un point, ils ont une espèce d'onde avec elles, ils ont une espèce de champ eux aussi. Donc, la matière n'est pas vraiment faite des cailloux, ni d'ondes qui se propagent, c'est une chose entre les deux. Ce sont des ondes qui sont granulaires dans leur manifestation. Ça, c'est la mécanique quantique. Je ne veux pas faire une simplification excessive de la mécanique quantique. Mais vous voyez, on arrive à la fin du XXe siècle avec l'espace qui est devenu courbe, le temps qui va à des vitesses différentes, la matière qui n'est pas faite de cailloux, mais faite de nuages de matière granulaire. Des choses comme ça. Donc de l'image de Newton, espace, temps, particules, très peu reste. Absolument très peu reste. Et ça, c'est la physique, si vous voulez, que j'ai appris à l'école. C'est la grande physique du XXe siècle qui marche d'une façon étonnante. Avec la relativité générale, on a compris des choses sur le monde exceptionnel. La relativité générale a prévu le trou noir. Donc l'espace qui courbe peut se courber au point où il y a un trou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, une étoile est très très lourde, le temps va plus lente, plus lente, plus lente, il y a un moment où le temps s'arrête. Et ça, c'est le bord du trou noir. Donc si je vais là, je peux rester là beaucoup de temps, sortir, dehors sont passés plein d'années, et moi je sors d'un moment. Quand j'étais à l'école, c'était les années 70 à l'université, mon prof nous avait appris la théorie des trous noirs et nous avait dit, finalement, il y a cette belle théorie, mais il n'y en a pas probablement dans l'univers. C'était les années 70. Aujourd'hui, on voit les trous noirs, les astronomes les voient, les étudient, on voit des millions. On estime qu'il y a des millions de trous noirs dans notre galaxie. Il y en a un énorme au centre de la galaxie, on les étudie, on étudie comme ils tournent, on voit la matière qui tombe dans les trous noirs, c'est comme un trou dans l'espace. Etc. On a plein d'applications de la théorie d'Einstein en astrophysique, on a étudié l'univers tout entier, d'accord? C'est grâce à cette théorie de l'espace courbe, toute la cosmologie. Et on a des applications très concrètes, comme peut-être vous le savez, le GPS qui est dans toutes les voitures, qui ne fonctionnerait pas sans la théorie de la relativité générale. Je vous raconte une petite histoire, si vous ne la connaissez pas. Le GPS fonctionne avec les satellites, non? Et maintenant, l'Europe est en train de mettre un système propre à nous, mais c'est un système américain. C'est un système de l'armée américaine. Et l'armée américaine a commencé à envoyer ses satellites pour faire le GPS. Donc là, ils envoient des signaux. Et dans la voiture, vous avez le petit truc qui reçoit le signal de GPS, fait un calcul et vous dit exactement où vous êtes. Alors, sur les satellites, il y a des horloges précis,
très précis, qui envoie l'heure essentiellement, et on fait une triangulation pour voir où on est. Quand les premiers satellites ont été envoyés dans l'espace, les physiciens ont dit aux ingénieurs qui montaient le système, attention, parce que là, le temps va plus vite. Donc, il faut que vous teniez compte du fait que les horloges là vont aller plus vite que les horloges en bas. Donc, les ingénieurs qui ont confiance dans les physiciens ont dit d'accord, on va modifier le système pour tenir compte de ça. Mais c'était un programme de l'armée américaine, donc c'était chapeauté par les généraux de l'armée américaine. Vous savez, les généraux de l'armée américaine ne sont pas si... Donc, quand ils ont vu, ben là, le temps va plus vite, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire que le temps va plus vite? Non, on n'y croit pas. Donc, les premiers satellites ont été envoyés dans l'espace sans tenir compte des prévisions de la relativité générale. Évidemment, ils ne fonctionnaient pas. Et ce n'était pas si longtemps, c'était 20 ans, un peu plus. D'accord? Et finalement, même les généraux de l'armée américaine ont dû dire oui, le temps va plus lent là. Avec la mécanique quantique aussi, on a fait toutes sortes de choses. On a compris comment les atomes fonctionnent. Vous vous rappelez la table de Mendeleev qu'il y a en Italie, il y a dans tous les cours d'école primaire avec tous les éléments. Pourquoi il y a ces éléments-là? Pourquoi ils sont 8 et après 12 et après... Ben, c'est la mécanique quantique, il y a une équation fondamentale. Chaque élément est une solution de l'équation de mécanique quantique. Donc c'est absolument étonnant. La mécanique quantique explique exactement la structure de tous les possibles éléments en nature. La lumière, on a compris comment ça marche, les photons, toute la physique des particules, et on a toutes sortes d'applications. Comme Eddy disait, ça c'est la plus... Les ordinateurs ne fonctionnaient pas si nous n'avions pas la mécanique quantique. Donc nous avons cette physique très forte, très puissante, qui nous donne une image du monde très différente de celle newtonienne, qui marche très bien. Et ça, comme je vous dis, c'est la première partie de cette histoire. Et là, il y a une brisure et on passe à la deuxième partie, qui est ce que nous ne savons pas. Et le grand problème ouvert, qui est la gravité quantique. Pourquoi il y a un grand problème ouvert? Je reviens en arrière, parce que c'est deux très belles théories qui fonctionnent si bien. La théorie qui nous explique comment est fait l'espace et le temps, qui est le champ, qui est courbe, tout ça. Et la théorie qui nous parle de la matière et qui nous dit comment est la matière. Finalement, ces deux théories ne se parlent pas facilement. Et nous n'avons pas un cadre théorique qui est cohérent pour les deux. Quand les physiciens utilisent la mécanique quantique, ils font comme s'il n'y avait pas l'espace courbe. Et quand ils étudient la gravité et l'espace courbe, ils font comme si la mécanique quantique n'existait pas. Donc les jeunes étudiants de physique qui vont à l'université, le matin vont suivre un cours d'un prof qui lui dit, vous savez, l'espace est plate et il y a des photons, des choses quantiques étranges. Et l'après-midi, ils vont suivre un autre cours qui lui dit, ben vous savez, l'espace est courbe et tout est fixe, il y a des champs, il n'y a pas de quantique. Et les étudiants, évidemment, s'ils ont un peu de grain de sel dans la tête, ils pensent que ces profs sont complètement idiots, ils ne se parlent pas depuis des siècles. Comment ça se passe? Ça ne peut pas être les deux. Ben, ça ne peut pas être les deux, mais on est là. C'est ce qu'on sait. Et on cherche de mettre ensemble les deux morceaux. Et pourquoi qu'est-ce qui se passe si on met ensemble deux morceaux? Ben, vous voyez, la gravité quantique est l'étude de l'espace, qui est courbe, dans le très petit, parce que c'est dans le petit que la mécanique quantique vient. Qu'est-ce qui se passe? Mais si vous y pensez une minute, ce n'est pas difficile finalement. L'espace est courbe. Ça, c'est un espace courbe, avec des collines. D'accord? La gravité quantique nous dit que toutes les choses dynamiques, toutes les choses qui bougent, comme l'espace, tous les champs, et l'espace c'est un champ, ont des quanta. Donc il faut que l'espace lui-même ait des quanta, ait une structure granulaire, comme le champ électrique est fait des photons, l'espace physique doit être fait de grains
de quelque sorte de grain. D'accord? Donc, électricité plus quanta, ça donne les quantas de lumière, les photons. Gravité plus quanta, ça donne des quantas d'espace. Et ces quantas d'espace sont où? Ben imaginez que ça c'est l'espace, c'est un morceau. Je regarde ici. C'est dans le petit, je regarde plus petit, je regarde plus petit, je regarde plus petit au fond. Je devrais voir cette granularité de l'espace. Cette granularité de l'espace, c'est celle qui est étudiée par la gravité quantique. Et écrire une théorie mathématique qui décrit ces graines d'espace est le travail de la gravité quantique. Donc finalement, le monde de la gravité quantique n'est pas un monde sur l'espace, n'est pas un monde sur l'espace court, mais un monde sur un espace qui est lui-même fait de grains. Et ces grains sont où? Ne sont pas dans l'espace, parce qu'ils sont eux-mêmes l'espace. Ne vivent pas dans l'espace parce qu'ils sont formés dans l'espace. Comme ce t-shirt est fait, tissu, d'accord, par des fils, comment dire en français, des fibres qui ne sont pas dans le t-shirt, sont le t-shirt. D'accord, sont eux-mêmes le t-shirt. Ils le font. Et ces quantas d'espace, imaginez alors, ça c'est une image évidemment très intuitive, comme ça. Ils sont liés l'une à l'autre parce qu'ils doivent se mettre en réseau pour faire l'espace. On appelle ce réseau de spin. Et donc le monde, voilà, ça c'est une image du monde meilleure que j'arrive à dessiner. C'est des quantas d'espace, un réseau entre eux avec des quantas de matière, des photons, des électrons, des quarks. Et tout ça est le monde que nous voyons. De tout ça est fait le monde que nous voyons. Alors, il y a toute une théorie qui décrit ces quantas d'espace. On les appelle réseaux de spin et on étudie comment ils peuvent changer. Donc, comment certains réseaux peuvent évoluer dans un autre réseau. On fait des dessins comme ça. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, dans l'évolution des réseaux, les uns dans l'autre, ça c'est les genres de dessins, des calculs qu'on fait, ils ne changent pas dans le temps. Parce que le temps, c'est le changement eux-mêmes de ces choses. Donc il n'y a pas un temps qui passe, une horloge externe qui dit c'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est 3 heures. Le temps, c'est compter le mouvement, le changement entre eux, local, de cette graine qui font l'espace. Là, je vais vous amener un petit film un peu imaginifique qui devrait fait évidemment par un artiste, comme on dit dans le monde de la science. Ça veut dire c'est pas une image réelle, c'est une image faite à la main, qui donne une image intuitive de la structure de l'espace à très petite échelle. Quelle échelle? Très petite, beaucoup plus petite que l'échelle des particules qu'on voit au CERN, où il y a ces quantas minimales qui se transforment l'une à l'autre. Et comme je veux pas vous cacher quel est l'aspect réel après sur le papier de ce qu'on est en train de faire, ça, ce sont les équations fondamentales de la théorie que je ne veux pas vous expliquer. Okay? Mais finalement, ces équations ne sont rien d'autre qu'une façon de mettre en formule les images que je viens de vous donner. Parce que moi, je pense que la science, c'est image et l'équation, les deux choses. Si vous prenez Copernic, prenez son livre, c'est des pages et des pages de calculs, d'équations compliquées, mais finalement, qu'est-ce que Copernic a compris? Que c'est la Terre qui va autour du Soleil et pas le Soleil qui va autour de la Terre. Donc c'est simple. À la fin, la science doit être simple. Ne doit pas être une chose, doit être visionnaire, doit être compréhensible. Alors, je vais résumer le parcours que nous avons fait. D'accord? 18e siècle, du temps, le monde est fait d'espace, temps qui passe et de particules qui se promènent. Et c'est tout. D'accord? 18e siècle, 19e siècle, électromagnétisme. Il n'y a pas que les particules, il y a aussi le champ. Donc finalement, la matière est faite de deux types de choses. 20e siècle, on s'est aperçu d'abord que l'espace et le temps, on ne peut pas les séparer. Aujourd'hui, on l'appelle l'espace-temps, parce qu'il n'y a pas
un espace à un temps donné, c'est plus compliqué que ça. Et ensuite, que l'espace-temps, c'est un champ. Et lui aussi un champ. Donc finalement, le monde s'est simplifié, parce qu'espace, temps et champ, ça devient une seule chose. Mécanique quantique, encore au XXe siècle, on s'est aperçu que les particules et les champs sont des manifestations de la même chose. D'accord? Et finalement, avec la gravité quantique sur laquelle on est en train de travailler, ces champs quantiques comprennent aussi le champ quantique qui est l'espace-temps, et donc il n'y a plus que des champs quantiques. L'espace-temps lui-même, c'est un champ quantique. C'est un ensemble de graines qui se transforment les unes dans les autres. Ça, c'est l'image du monde que nous avons et sur laquelle nous sommes en train de travailler. La dernière ligne, on n'est pas sûr, parce qu'on a cet ensemble d'équations que je vous ai donné, on a cette image du monde, mais on n'a pas encore de preuves, on n'a pas encore fait des mesures pour le confirmer. Donc il y a des théories différentes qui sont en compétition les unes avec les autres. Quelqu'un qui dit cet ensemble des équations que je vous ai montré, c'est le bon. D'autres qui disent ah non, 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 ça c'est le mauvais, mon ensemble d'équations, c'est le bon. Alors les uns disent non, non, mais regarde, le tien là, ça ne marche pas, parce que les autres qui disent non, 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 mais le tien, c'est moche. Voilà. Et donc on se bagarre. Est-ce que c'est bien qu'on se bagarre? Oui, bien sûr, c'est bien qu'on se bagarre. C'est comme ça qu'on comprend. C'est là où on ne sait pas que c'est l'intéressant. Et comment on va éclaircir les choses, comme on a toujours fait dans le passé, c'est-à-dire dans la discussion, dans la critique réciproque et avec des expériences, en cherchant de comprendre qu'est-ce que ça donne avec le monde. Donc, dans la dernière minutes, parce que je veux laisser un peu de temps aussi, si vous avez des questions ensuite, des commentaires, j'aimerais beaucoup qu'on se parle un peu. Le dernier moment que je prends, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on fait avec cette théorie de la gravité quantique. Je vais vous parler de deux choses, ou trois choses. La première chose, c'est la cosmologie. Alors, on a cette image du monde qui est très crédible, que l'univers, donc l'espace, c'est une méduse, non? On peut grossir. Donc l'univers est en train de grossir, une expansion très forte. Si on regarde dans le passé, c'était plus petit, jusqu'au moment qu'on a, avec beaucoup de certitude, vu que c'était de l'ordre de 14 milliards d'années dans le passé, qu'on appelle le Big Bang, où on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que là, la mécanique quantique devient importante. Donc là, il faut toute la théorie de la gravité quantique. Donc on utilise cette théorie de la gravité quantique et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que probablement, après une phase, avant, si vous voulez, une phase où l'espace-temps était complètement mal défini, peut-être il y avait un autre univers en contraction. Donc au lieu d'un Big Bang, on a un Big Bounce, un grand rebond. Imaginez un univers qui est grand, collapse sur son poids et arrive à rebondir très fortement. Ça, c'est ce que semble... alors là, je vais préparer une image. Boing, ça c'est l'univers qui rebondisse. Alors pourquoi c'est intéressant ça? D'abord parce que ça nous parle de peut-être qu'est-ce que s'est passé au début de l'univers, mais surtout parce qu'on espère de faire des mesures et de voir si la théorie est juste ou non. On a des satellites ici, ça se planque en face de le montage. Avec ce satellite, vous savez, on observe le fond de radiation cosmique, on observe la radiation électromagnétique qui est partout dans l'univers, qui vient de très tôt dans l'histoire de l'univers. Et si on fait le calcul, on s'aperçoit que, ça c'est une analyse de cette radiation, que si on fait le calcul avec la gravité quantique, on a des prévisions sur cette radiation un peu différentes de celles qui... Donc si l'univers rebondit, dans les détails, alors je ne vais pas vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est ça, c'est pas important, mais dans les détails de ce qu'on mesure, on s'attend à quelque chose d'un peu différent de ce qu'il y avait s'il n'y avait pas eu de rebond. On n'a pas encore la précision, parce que là, on n'a pas assez de précision suffisante pour faire la différence entre les deux. Mais on espère, avec la cosmologie et avec les mesures précises du fond de radiation cosmique, de pouvoir faire la différence entre la théorie qui nous dit que l'univers a rebondi et la théorie qui nous dit que l'univers est né de rien. Est-ce qu'on arrivera à le faire? J'espère que oui.
Deuxième application de la gravité quantique, c'est les trous noirs. Alors là, je suis particulièrement content de vous en parler parce que c'est la chose sur laquelle je suis en train de travailler maintenant. Et donc, comme toujours, quand on est en train de faire quelque chose, on est tout excité et nous avons des idées. Et donc, voilà. Il y a plusieurs gens en France, à Marseille où je suis, à Grenoble, aux États-Unis, aux Pays-Bas. Nous travaillons ensemble sur cette idée. Alors, le trou noir, c'est ce trou dans l'espace que se forme comment? Se forme parce qu'une étoile... l'étoile reste ouverte, non pas parce qu'elle est solide, parce que finalement elle est fluide, mais parce qu'elle brûle. Donc la chaleur fait de la pression pour la garder ouverte. Quand ça arrête de brûler, le poids fait comprimer l'étoile, plus petite, plus petite, plus petite. À un certain moment, elle plie l'espace jusqu'à boum, tomber sur elle-même, et ça fait ce trou. Et donc, tout tombe, et nous voyons des trous noirs, ça c'est un vrai trou noir dans le ciel, nous voyons la matière qui continue à tomber dans le trou noir. Donc ça c'est le rayon, là c'est le centre, là c'est ce qu'on appelle le bord du trou noir, et on voit la matière qui tombe et va vers le centre. On la voit. Ça c'était l'image astronomique d'un trou noir, et cette lumière, les astronomes l'étudient, et voit que c'est la matière qui spirale et devient de plus en plus chaude, et plus rentre dans l'horizon du trou noir, dans la surface du trou noir, et tombe dedans. Question. Où va-t-elle? Elle tombe, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Réponse. La théorie d'Einstein ne le dit pas. On fait le calcul avec la théorie d'Einstein, vous comprendrez. Ça va vers le centre, et le centre, bon, toutes les équations perdent de sens complètement. On utilise l'équation des mécaniques quantiques, les équations que je vous ai fait voir, d'accord? Alors si vous êtes très bien, vous avez compris les équations, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est très compliqué, mais ce que nous semblent, ces équations nous disent, c'est ça. Évidemment, c'est similaire à ce qui se passe à l'univers. La matière tombe, et après elle fait quoi? Elle fait la seule chose raisonnable qu'elle peut faire. Elle arrive super comprimée et elle rebondisse. Elle sort. D'accord? Arrive à une phase très comprimée, nous l'appelons étoile de Planck, et après, boum, et sort et explose. Question, pourquoi on ne voit pas les explosions de trous noirs? Réponse, mais rappelez-vous qu'en bas, le temps va plus lent. Donc plus en bas, encore plus lent. Dans un trou noir, énormément lent. Donc finalement, la matière, la pauvre, elle arrive refonde, elle rebondisse d'un coup, mais vu de l'extérieur, pour nous, ça se passe très lentement. Donc la matière prend un dixième de seconde à rebondir, mais vu de l'extérieur, elle prend des millions d'années avant de sortir. Donc finalement, si cette image est correcte, un trou noir serait non pas quelque chose qui est tombé à toujours, perdu à toujours, mais tout simplement un rebondissement vu au super ralenti. D'accord? La matière qui doit encore sortir. Alors, on a fait un calcul que, si ça c'est vrai, peut-être quand même, du début de l'univers, il y a 14 milliards d'années qui sont passées, c'est longtemps. Donc, est-ce qu'il y a des trous noirs qui étaient là 14 milliards d'années, qui pourraient être en train de rebondir maintenant? Finalement, au début de l'univers, c'était très chaud, il y avait toutes sortes de choses, probablement il y a eu des trous noirs qui sont formés. Donc, imaginez des trous noirs, c'est possible. Les astronomes nous disent que c'est bien possible, les cosmologues nous disent que c'est bien possible, qu'il y avait des trous noirs au début de l'univers. Là, la matière est comprimée, a rebondi de suite, mais dans l'entretemps, dehors, l'univers sont passés 14 milliards d'années. Et on le voit sortir maintenant. Question, est-ce qu'on voit quelque chose comme ça? On a fait le calcul et on trouve que finalement, peut-être, il y a des choses qui s'appellent, ils ne sont pas là, fast radio bursts. Il y a des signaux radio très fortes que les astronomes voient dans le ciel qui ressemblent aux choses qu'on a calculées. Donc peut-être il y a des choses déjà détectées
qui pourraient être ces trous noirs qui rebondissent. Est-ce que nous sommes certains? Non, absolument. Est-ce que ça pourrait que ces signaux sont d'autres choses? Absolument oui. Quelle est la probabilité que ce soit vraiment comme ça? Petite, je ne sais pas. D'accord? Mais si ça marche, on a vu un phénomène de gravité quantique, un rebondissement d'un trou noir dû à la mécanique quantique au centre d'un trou noir. Ça, c'est la chose sur laquelle moi et d'autres sont en train de travailler maintenant, donc je voulais vous la raconter. Je vais conclure avec deux, trois idées générales. Finalement, toute l'idée est que l'espace n'est pas continu. L'espace a une structure granulaire, finie. On ne peut pas couper l'espace à l'infini. Alors l'idée qu'on ne peut pas couper les choses à l'infini est très ancienne, bien sûr. Peut-être quelqu'un d'entre vous se rappelle de ce type, Démocrite, c'est un philosophe grec qui finalement est celui qui a inventé les atomes. Lui et son maître, ils ont inventé les atomes. Et qu'est-ce que c'était pour eux, les atomes? C'est justement l'idée que c'est impossible de couper les choses à l'infini. Toutes choses doivent avoir des petites structures élémentaires desquelles ils sont faits. Moi, je pense que cette idée est en train de sortir toujours en physique. Vous voyez, on trouve plein de choses infinies en physique. Par exemple, les infinis qu'on trouve quand on calcule ce qui se passe au Big Bang ou dans le centre d'un trou noir ou dans la physique des particules, ou bien les dimensions de l'univers, ou bien... Mais est-ce que ce sont vraiment des infinis ou ne sont pas tout simplement là où on ne comprend pas? On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. On voit jusque, je vous ai montré l'image du Deep Field de Hubble, les galaxies les plus lointaines. Est-ce que c'est infini? Non, ce n'est pas infini. C'est quelques milliards d'années-lumière de distance. Qu'est-ce qu'il y a dehors? On ne sait pas. Moi, je ne pense pas qu'il y a l'infini derrière. Il y a beaucoup. L'infini, c'est le nom que nous donnons à ce que nous ne comprenons pas. Si la gravité quantique est correcte, il n'y a pas un infini là, il y a un autre univers, il n'y a pas un infini là, il y a un rebondissement du trou noir, il n'y a pas un infini là parce que la structure de l'espace est finie. Et donc, moi je pense que l'infini c'est tout simplement le nom que nous donnons aux choses que nous ne comprenons pas. Et tout ce qui s'est passé dans la physique moderne, c'est de trouver des limites aux choses qui auraient pu être infinies, ne le sont pas. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir une vitesse infinie? Non, parce qu'il y a la vitesse de la lumière qui est le maximum. Est-ce qu'on peut avoir une information infinie sur quelque chose? Non, parce qu'il y a la mécanique quantique qui rend... On peut pas dire exactement l'état exact du système, on a une limite sur la mesure de... Est-ce qu'on a une longueur arbitrairement petite, infiniment petite? Non, parce qu'il y a une limite, une dimension minimale qui est celle de la gravité quantique. Moi, je pense que la seule chose qui est vraiment infinie, c'est notre ignorance, c'est la chose que nous ne savons pas encore. Donc, je termine avec... un peu une liste vite des choses que je vous ai racontées. Donc, si la gravité quantique est vraie, et il y a un si, donc je vais bien essayer de séparer ce que nous savons du monde de façon très fiable de nos spéculations, ce que nous cherchons de comprendre. Mais si c'est vrai, et moi je pense que oui, l'espace a une structure granulaire, formée d'atomes d'espace, de quanta. Le temps n'existe pas en soi, est formé par le mouvement des corps, donc finalement il n'y a pas le temps. Si rien se passe, il n'y a pas de temps. Comme je viens de vous dire, je pense que l'infini n'est pas physique, l'infini c'est seulement l'approximation que nous utilisons pour dire très grand ou très petit ou très lointain. L'image du monde la plus crédible que nous avons aujourd'hui, c'est que tout ce que nous voyons, les forces, la lumière, la matière, le temps, l'espace, tout, ce n'est que des manifestations de cette chose que nous sommes capables de décrire avec des équations que sont les champs quantiques.
qui ont cette granularité qui forme à peu près tout le reste. Avec cette théorie, nous pouvons décrire le début de l'univers et nous pouvons décrire les trous noirs. Et ça, c'est ma dernière image. Je suis retourné les galaxies très lointaines. Moi, je trouve très émouvante cette image. Le monde que la physique nous décrit, c'est différent de ce que nous avons imaginé. Mais ça l'a toujours fait, la physique. Non, la science l'a toujours fait. Quand nous avons appris que la Terre tourne, ici, on est en train de tourner, de voyager très vite. Ou même avant, quand nous avons appris que la Terre, que le ciel n'est pas seulement un nom tout autour de nous. C'est surprenant. De l'autre côté du monde, il y a des gens avec la tête en bas et les pieds à nous. C'est surprenant. Mais c'est comme ça. Donc, le monde n'est pas comme on s'imagine qu'il est. Il est plus beau, finalement, plus simple, plus intéressant. Nous avons appris plein de choses, mais je pense que j'ai bien éclairci que la quantité de choses que nous ne savons pas, c'est encore énorme. Nous sommes en train de regarder. Nous savons jusque-là, nous sommes en train de regarder. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a plus lointain que ces galaxies-là. On ne sait pas s'il y a d'autres univers. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait vraiment avant le Big Bang. Il y a plein de choses que nous... et ce mystère, je pense, c'est la partie la plus belle de la science. La seule chose vraiment infinie est notre ignorance, je pense. Merci beaucoup. Commentaires, questions, objections, idées opposées, tout. Il y a des mains qui se lèvent. On va faire circuler des micros. Attendez, s'il vous plaît. C'est bien, vous levez la main avant de parler et attendez que le micro arrive à vous pour vous exprimer. Alors, il y a une question par là, Jocelyne, si tu veux passer le micro, et après le jeune homme ici. Levez bien la main, le monsieur là. Effectivement, levez la main en premier. On va essayer de faire... Il y a déjà 4 questions. Voilà, si vous voulez bien passer le micro au monsieur là, le numéro 5 de l'allée 1, 2, 3, 4. Après le jeune homme ici, et puis on va voir... Oui. Non, on n'est pas obligé à suivre strictement, on a le temps pour tout le monde. Oh, mais vous savez, ça fait des jaloux après, il faut être attentif. Oui. Il faut appuyer sur un... Ah, c'est bon. Non, c'est bon, il faut bien coller à la bouche. Merci. Bonjour, merci pour cet exposé. J'avais plusieurs questions, en fait. Une sur le temps, une sur la gravitation, puis après... d'abord sur le temps. Je voudrais savoir, le temps n'existe pas à petite échelle, mais à grande échelle, on a cette sensation de temps, et je voudrais savoir pourquoi le temps va dans une direction précise. Pourquoi il y a cette flèche du temps qui va dans un sens, pourquoi ça ne va pas dans les deux sens, par exemple. La deuxième question, j'en profite, oui, c'est par rapport à ce qu'on disait à grande échelle, au niveau des galaxies, on sait qu'il existe de la matière noire, on pense qu'il existe de la matière noire parce que apparemment les galaxies tournent plus vite que prévu, et je sais qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie monde qui donne une autre équation de la gravité. Je voulais savoir si la gravité quantique pouvait être en accord avec la théorie monde. Puis ensuite, dernière petite chose, c'était dans les équations, je ne connais pas grand-chose, mais j'ai cru reconnaître quelque chose sur la théorie, sur les groupes de Lie. Donc c'est-à-dire qu'apparemment, on travaille sur des invariances de l'espace-temps, j'ai l'impression. C'est juste un truc que j'avais cru reconnaître. Oui, alors, 3 questions. La première est la plus complexe des 3. Pourquoi le temps émerge et pourquoi émerge de cette façon si étrange que le futur est différent du passé? Moi, je pense que c'est une des très grandes questions ouvertes sur lesquelles personne n'a une bonne réponse aujourd'hui, sur lesquelles il y a des idées différentes et sur lesquelles nous avons plus de confusion. Moi, j'ai une idée que je peux mentionner très très vite, mais c'est une idée à moi, donc récemment j'ai publié
des articles avec exactement ce titre. Le titre était la question que vous venez de poser. Hein. Pourquoi le temps va dans une direction et pas dans l'autre? Pourquoi le futur est différent du passé? Moi, je pense que c'est pas l'univers qui est fait comme ça, c'est nous que voyons l'univers comme ça. Il y a plein de choses comme ça en physique. Pourquoi tout l'univers tourne autour de nous, non? Si vous regardez le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, tout tourne. L'immensité tourne autour de nous. C'est une très bonne question, mais la réponse, c'est pas qu'il tourne, c'est nous que nous tournons. D'accord? C'est notre point de vue particulier qui le voit, parce que si moi je fais comme ça, je vous vois tourner, mais c'est moi qui tourne, pas vous. D'accord? Il y a plein de choses qui ont été expliquées comme ça. Moi, je pense que la direction du futur va être expliquée comme ça. C'est-à-dire, dans un univers n'importe quel, il va y avoir toujours un sous-système petit qui voit le futur, qui se couple avec le reste de façon que le futur est différent du passé. Et ce sous-système vit avec un temps orienté. Donc, à l'intérieur de ce système, il y a un temps orienté. Et pourquoi nous sommes dans un système comme ça? Parce que c'est notre caractéristique. Nous vivons dans le temps. Ce que nous sommes, c'est quelque chose intrinsèquement lié au temps. Comme disait Heidegger, les philosophes, nous habitons le temps. D'accord? Et je pense que c'est la peculiarité de notre couplage avec le reste qui fait ça. Voilà, c'est une idée spéculative. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui ont encore été convaincus par cette idée très bonne. Mais, La deuxième question, c'était sur la matière noire. Alors, la matière noire, c'est un autre problème complètement ouvert, beaucoup plus concret, beaucoup plus simple. Nous avons une description des ingrédients de l'univers, qui est le modèle standard, duquel je ne vais pas parler, parce que je ne peux pas parler du tout. Donc, la matière est décrite par la mécanique quantique. On a une liste de composantes. Il y a les champs, une liste des champs, finalement. Le champ électromagnétique, le champ qui est l'espace-temps gravitationnel, le champ des électrons, le champ des Dirac qui est les électrons, le champ des Dirac qui fait les quarks. Et cette liste de particules, de champs, semble expliquer très bien tout ce qu'il y a dans l'univers, sauf la matière noire. Alors, les astronomes ont vu qu'il y a cette matière noire. Elle est apparemment plus que la matière ordinaire. Et maintenant, je dirais, toi, vous étiez assez incertain, peut-être, il semble que c'est assez forte l'évidence pour la matière noire aujourd'hui. Il y a peu de gens qui disent non, ça n'existe pas, parce que c'est assez fort. Et c'est assez fort aussi l'évidence que ce n'est pas de la matière ordinaire. Ce n'est pas certain, mais c'est assez forte. Donc, il doit y avoir un autre ingrédient dans le monde, d'autres champs. Alors, qu'est-ce que nous savons sur ça? Très peu. Il y a des livres qui donnent des listes de solutions possibles. Il y a 7 ou 8 ou 10, peut-être 15 solutions possibles. Ça veut dire que nous sommes dans le noir. Parce que quand on a trop de solutions, on veut dire qu'on n'a pas de solution, évidemment. Non, on n'a pas compris. Une de ces solutions, c'est la théorie monde, qui est une modification de la relativité générale, qui ne marche pas très bien, comme tous les autres, finalement. C'est-à-dire, il faut tourner la relativité générale de façon que n'est pas vraiment compatible avec la relativité générale. Alors, ça pourrait être, mais si j'avais de l'argent à faire des paris, je ne mettrais pas trop d'argent sur ce pari. Je ne mettrais pas trop d'argent sur aucune des solutions qui sont là, ou égales pour tous. Donc, on ne sait pas. Je pense que c'est des deux problèmes plus beaux ou ouvertes. La matière noire, je pense qu'on va comprendre bientôt. On devrait comprendre. Il y a un truc là, on voit les effets gravitationnels de ça, on va comprendre qu'est-ce que c'est. La troisième question sur les groupes de Lie, alors très vite, oui, il y a des groupes de Lie, finalement, il y a SU2 et S2C. Oui, c'est l'invariance de l'espace-temps, moi je le verrais plutôt le contraire, c'est-à-dire les groupes de Lie sont des objets très 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 simples mathématiques. La théorie est basée sur ces groupes de Lie. Ce qui sort de cette théorie va avoir des invariances qui ont à voir avec la structure des groupes de Lie. Les groupes de Lie sont des briques élémentaires de la mathématique, c'est naturel, qui sont dans les explications fondamentales du monde. C'est comme les nombres. Jeune homme ici, et après, très jeune homme ici, et puis ensuite passer le micro directement peut-être. Jocelyne. On va le faire repasser là. Ah, je vais te passer le micro. Tiens, viens. Vous
pouvez faire passer, s'il vous plaît. Vous dites que le... Toi où? Je vois pas. Ah, merci. Non, c'est bon. Oui. Vous dites que le futur, c'est ce qui se passe après. Mais tout se passe après. Oui. Non, ça ne serait pas. Ça, c'est une observation fondamentale. Quand on dit après, on le dit toujours par rapport à quelque chose. C'est comme à droite. Est-ce que cet ordinateur est à droite? Oui, à droite pour moi. Mais il n'est pas à droite pour toi. Voici à droite aussi pour toi. S'il y avait quelqu'un ici, ce serait à gauche pour lui. Donc il y a des mots qui ne sont pas vrais ou faux en soi. Ils sont vrais ou faux par rapport à quelqu'un d'autre. Donc après, c'est une de ces mots. Toutes choses sont après quelque chose d'autre. Et futur, c'est relatif à un moment particulier. Donc c'est un de ces mots. Ah, si tu as encore à demander, continue. Quelque chose? Une autre question? Vas-y. En fait, c'est quoi qui fait briller la matière dans l'univers? C'est que il y a des photons. Les photons sont des particules de lumière qui rebondissent sur la matière. Donc on ne voit pas la matière, on voit ces particules de lumière qui arrivent à nos yeux. Tu ne vois pas la matière, tu vois la lumière qui arrive à tes yeux. Merci. Ici? Vous avez répondu un peu à ma question avec la question du monsieur. C'est par rapport au temps, encore une fois. Si on prend la visualisation du trou noir, par exemple, avec le creux, et le creux de l'autre côté qui s'étend, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre l'origine du temps entre les deux creux et dire que de l'autre côté du creux, ce serait le temps dans le sens inverse, un temps, on va dire, négatif? Oui, oui. Alors attention, il y a deux images des creux. C'est-à-dire, dans la discussion du trou noir éternel, on a l'idée qu'à l'intérieur du trou noir, il puisse y avoir une autre trou noir, une sortie de l'autre côté. Et si on fait le calcul, le temps va dans l'autre direction. C'est-à-dire, la direction ici d'un côté correspond à la direction ici de l'autre côté. Qu'est-ce que signifie ça? Ça signifie que le temps, c'est une notion locale, ce n'est pas une notion globale. Ça ne veut rien dire, le temps partout. Ça veut seulement dire le temps ici, dans un endroit. Si je suis ici et j'ai une horloge, je peux regarder l'horloge et le temps, c'est rien d'autre que la vitesse à laquelle va cette horloge. D'accord? Donc il ne faut jamais penser... on fait confusion si on pense à un temps universel de l'univers. Ça, il faut le jeter. C'est comme le haut et le bas, non? Dans l'univers, il n'y a pas le haut et le bas. Si on commence à penser à l'univers comme le haut de l'univers, le bas de l'univers, on fait confusion, on ne comprend plus rien. Le haut et le bas, c'est ici, sur la Terre. Et à Paris, le haut est ici, à Sydney, le haut est de l'autre côté. Et c'est la même chose pour le temps. Partout où on est. Et si on suive le futur, on peut se trouver que aller de l'autre côté, exactement comme sous la Terre, le haut et le bas. Mais attention, l'image que j'ai montrée, c'est autre chose. Hein. C'est dans le temps. C'est pas un trou noir éternel. C'est une étoile qui collapse. Il n'y a pas l'autre côté. Collapse et rebondissent dans le même univers externe. Bonsoir. J'ai quelque chose qui... Ah, je te vois pas. Je suis ici, monsieur. Ah oui, d'accord. Vous dites que la vitesse maximale, c'est celle de la lumière dans l'espace. Mais vu que l'espace est en expansion, est-ce que la vitesse va plus vite que cette expansion? Oui, absolument. La vitesse maximale, c'est une notion, encore une fois, ici. Si je vois une chose qui passe à côté de moi, je ne peux pas la voir passer plus vite que la lumière. Hein?
Mais s'il y a une galaxie très lointaine, elle peut s'éloigner plus vite que la lumière. Ça se passe. On voit il peut y avoir des galaxies très lointaines qui s'éloignent plus vite que la lumière, parce que finalement l'univers est en train de devenir de plus en plus gros. Donc plus les choses sont lointaines, plus elles vont vite. Et elles peuvent aller plus vite que la lumière. Il faut faire attention. C'est pas vrai qu'il n'y a rien plus vite que la lumière. Ce que c'est vrai, que c'est localement, on ne peut pas voir rien qui passe plus vite que la lumière. Donc il y a des choses plus vite que la lumière, oui. Merci. Ça marche? Ah oui, bonsoir. Oui, levez la main que là, par là. Carlo vous voit à votre gauche. De l'autre côté, voilà. Ah. Bonsoir. Je trouve que c'est troublant, un trou noir. C'est très troublant même, un trou noir. Et pourquoi ce qu'on voit, les trous noirs qu'on voit, ne seraient pas des trous blancs? Puisqu'ils sont troublants. Non mais on pourrait croire que ce que vous venez de dire, qu'en fin de compte la matière entre dans ce cône et s'enfonce, bon c'est troublant. Mais ça peut être un trou blanc. Mais vous dites que c'était un trou noir. Donc pourquoi est-ce que ce qu'on voit c'est tout blanc quand on parle des trous noirs? C'est vrai, c'est tout blanc, non? Vous êtes d'accord avec moi? J'adore, je peux utiliser... Non mais je plaisante, mais en même temps je suis très... C'est une question. Alors, pourquoi les trous noirs sont si blancs? Alors, la solution technique qu'on a trouvée, qui a donné cette idée de remodissement, c'est que c'est possible qu'un trou noir évolue dans un trou blanc. Blanc, white, bianco. Un trou noir, c'est quelque chose dans lequel tout peut tomber. Un trou blanc, c'est quelque chose dans lequel tout peut sortir et rien ne peut entrer. Mais est-ce qu'on peut effectivement vérifier quand les choses sortent? On voit quand les choses entrent et s'enfoncent. Par contre, on ne sait pas ce qui se passe quand ça sort. Parce que nous, on pourrait être dans un trou blanc, enfin, on pourrait être en train de sortir d'un trou noir, nous. Il y a des petits trous noirs et des grands trous noirs. Il y a des petits trous noirs et des grands trous noirs. Et je pense qu'il n'y a rien de trou blanc, là. C'est assez solide, la description qu'on a. Vous voyez, je vous ai raconté que quand j'étais à l'école, mon professeur me disait il n'y a pas de trou noir. D'accord? Et j'ai un livre d'un célèbre physicien que j'étudiais à l'école, c'est Steven Weinberg, le prix Nobel, un des grands physiciens. Il a fait des choses merveilleuses dans ce livre. Il dit très probablement, presque certainement, il n'y a pas de trou noir dans le ciel. D'accord? Beaucoup d'années sont passées et maintenant on voit les trous noirs dans le ciel. Aujourd'hui, dans les livres, c'est écrit il n'y a pas de trou blanc dans le ciel. Très probablement, il n'y en a pas. Vous avez dit alors moi, je suis très tenté de dire c'est la même histoire qui se répète. On va voir les trous blancs. On va les voir. Et qu'est-ce que c'est les trous blancs? Alors les trous noirs, c'est les choses qui tombent dans une région quantique. Et les trous blancs, c'est quelque chose que je vois de l'autre côté, dans le futur. Je vois sortir de région quantique. Ce qui sort, c'est ce que la théorie écrit en tant que trou blanc. Et je pense qu'on va les voir. Et c'est ces signaux que ces fast radio bursts, ces signaux radio impulsifs, qu'on voit dans le ciel, je pense qu'il y a une bonne probabilité qu'ils sont exactement des signaux émis par des trous blancs qui sont ce qui sort des vieux trous noirs de début de l'univers. D'accord. Oui, une jeune fille au fond. Oui. Et après. Là. Donc, bonsoir. Ouais. Vous êtes là dans le noir, mais je vous vois. Oui, je vois. Donc en fait, vous avez répondu à ma question sur le temps tout à l'heure. Le monsieur devant l'a posé. C'était comme en fait, si on considère le Big Bang comme un trou blanc, est-ce que le temps serait pas aussi en train d'accélérer puisqu'on s'éloigne du trou blanc? Mais comme vous avez dit que le temps c'était une histoire de localité et qu'on ne pouvait pas le considérer comme quelque chose de global, voilà. Donc il y en a une qui m'est venue, c'est que est-ce que ce qu'on voit, toutes les galaxies qui sont très lointaines, est-ce qu'elles ne sont pas plus vieilles que ce qu'elles nous paraissent, ou plus jeunes, puisqu'elles sont plus proches? Enfin, la lumière qu'on voit est plus proche du Big Bang. Alors, on sait que toutes les galaxies qu'on voit à l'antenne, on les voit beaucoup dans le passé, donc beaucoup plus proches au Big Bang, donc beaucoup plus jeunes. Si la théorie est correcte,
il y a des petits changements sur l'âge qu'il faut donner aux galaxies lointaines qu'on voit. Oui, absolument. La réponse, oui. Une question devant? Oui, Carlo. Quelle serait l'expérience rêvée pour vous pour confirmer ou infirmer votre théorie de la gravité quantique à boucle? Maintenant, l'évidence que ce signaux dans le ciel puisse être des trous noirs qui explosent, je dirais que ce serait un bon signal pour la théorie. C'est un peu mon rêve. Si cela se réalise, ce serait mon rêve. Un signal plus faible, mais positif, c'est si on ne voit pas des particules supersymétriques au CERN. On les cherche depuis le temps, on ne les a pas encore vues. Si on les voit, ça pourrait rendre un peu moins attirante cette solution ici. L'idéal serait arriver, la troisième réponse serait arriver à mesurer la granularité de l'espace. Mais là, pour le moment, ça semble trop petit, on n'a pas d'idée pour le voir. Donc, pour le moment, je ne saurais pas comment faire. D'autre part, toute ma vie ou les décennies précédentes, la technologie est arrivée à faire des choses qui semblaient impossibles 5 ans avant. Donc, moi, j'ai quand même de l'espoir, avant de mourir, de voir si la théorie est bonne ou non. Merci, c'est tout à fait passionnant et ça laisse à penser. Alors je voudrais revenir sur ce que j'ai appris quand j'étais étudiant. On me disait que l'observateur modifie lui-même le milieu qu'il observe. Et par conséquent que personne n'est impartial. Et que ce que nous voyons, nous le voyons parce que nous sommes ce que nous sommes. Mais si nous étions autre chose, nous verrions autre chose. Et je me demande si la limite de notre ignorance, ce n'est pas le fait que nous soyons ce que nous sommes, que nous soyons incapables d'imaginer des choses que nous verrions si nous n'étions pas ce que nous sommes. Autrement dit, notre nature humaine est en elle-même une formidable puissance parce qu'elle nous permet, et notre conscience nous permet de réfléchir et d'expliquer le comment des choses. Mais en même temps, nous sommes limités parce que nous avons tendance à appliquer notre anthropologie à ce que nous observons. C'est bien sûr une grande question qui va bien au-delà de la physique. Je peux vous dire ce que je pense, moi, sur ça. Moi, je pense que la réponse, c'est bien sûr que oui. Moi, je pense que nous ne sommes pas des sujets transcendantaux, des intelligences supérieures qui regardent le monde de façon parfaite. Nous sommes une partie de la nature. Nous sommes des animaux curieux qui ont des limites énormes dans leur sens, dans leur intelligence, dans leur cerveau et dans leur façon de voir le monde. Donc ce que nous voyons du monde, c'est horriblement, je pense, filtré par ce que nous sommes nous-mêmes. Alors il y a des exemples évidents. Toutes les couleurs que nous voyons, la lumière que nous voyons, c'est une fenêtre très très petite du spectre électromagnétique. Donc nous avons une image du monde qui finalement est très 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 partiale. Il y a plein d'autres choses si j'avais des yeux un peu plus performants. Mais ça c'est une petite chose parce que la structure conceptuelle que nous avons dans notre tête a évolué pour échapper des lions et pour chasser des gazelles dans la savane. Pour avoir affaire avec des choses de l'ordre des mètres, des journées et des heures. Cela dit, nous sommes aussi des singes qui ont été caractérisés par la capacité d'apprendre et d'échanger leur propre point de vue et la curiosité. Nous ne sommes pas les seuls animaux curieux.
Les singes aussi sont curieux, mais nous sommes plus curieux. Et nous avons pas mal d'instruments pour comprendre. Et nous avons la capacité d'évoluer dans notre façon de voir le monde. Donc moi je pense que si on se met dans l'idée de dire il y a le monde vrai, est-ce que je le vois ou je ne le vois pas, on n'arrive nulle part. Mais si on se met dans le point de vue de dire moi je vois du monde, mais je peux apprendre plus, et je suis capable de corriger des erreurs que j'ai, regarder un peu plus là, regarder au-delà de la colline, continuer à faire ce parcours qui a été celui finalement de chacun de nous qui grandit. Non, on va grandir dans un petit village, penser que tout le monde pense comme ça, que tout est comme ça. Après, l'humanité est en train de faire la même chose. Donc, nous voyons mieux, et ce parcours est significatif, important. C'est pas vers le rien, c'est vers comprendre mieux les choses. Ça a été comme ça. Moi, je pense qu'il faut abandonner l'idée d'une transparence absolue de la réalité finale et de comment on la voit. Ça ne nous intéresse pas finalement. Ce qui nous intéresse, c'est de voir un peu plus de ce que nous voyons jusque-là. Ça, c'est comment je vois les choses. Merci. Une question là-bas? Oui. Ok, il faut que je fasse des grands signes. Je suis là. J'ai du mal à... Vous avez expliqué qu'en fait... on pensait qu'il y avait 3 trucs à la base, et puis finalement on se rend compte que tout est la même chose. Mais du coup j'ai du mal à imaginer que l'espace, temps, matière, les petits grains de Planck, là j'ai lu, ensuite tous ces petits grains, ils forment quand même des atomes, des gens. Est-ce que je suis la même chose finalement que le siège sur lequel je suis assis, c'est la même matière? Enfin, est-ce qu'il y a des moments où il y a des ruptures dans ce tissu? J'ai du mal à m'imaginer le... Pourquoi vous avez du mal à imaginer ça? Sans doute parce que la même chose que ce qu'a dit le monsieur avant. Moi, je pense que nous avons la tendance à penser qu'avec les choses simples, on ne peut faire que des choses simples. C'est pas vrai. Avec des choses simples, ensemble, on peut faire des choses très compliquées et très variées. Démocrite, le philosophe que j'ai, avait une métaphore qui est très belle. Il disait les atomes sont comme les lettres de l'alphabet. On a quoi, une vingtaine de lettres, et avec les combinaisons de ces lettres, on peut faire des poèmes, des grandes histoires, des comédies, des contes. On peut parler, bagarrer. C'est toujours les mêmes lettres qui se mettent ensemble. Donc moi, je pense que c'est une très belle métaphore. Les particules élémentaires du monde sont comme des lettres qui, ensemble, continuent à se combiner de façon très, 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 très variée. Et cet immense nombre de combinaisons, c'est tout ce que nous voyons autour de nous. Cette richesse énorme de variété, je pense que c'est assez un fait, une grande découverte, dans le sens de ce qu'on ne voyait pas et maintenant on le voit. On a découvert que finalement la variété vient des choses simples. Pense à des domaines plus limités, la chimie. La chimie, le nombre de matières différentes, c'est incroyable. Mais finalement, c'est une centaine d'atomes. C'est que les différentes façons de se mettre ensemble, comme les lettres, les différentes façons de se mettre ensemble. Il y a cette énorme richesse que peut sortir des choses simples. Ce qui veut dire aussi qu'on n'a pas tout compris une fois qu'on a compris les choses simples. De là aux choses compliquées, il y a beaucoup de travail à faire. Une question là, allez-y monsieur. Qui a le micro? Moi, bonsoir. Ouais. Oui. Ouais. En haut à droite, monsieur Rovelli. Bonsoir. Si notre sensation de l'espace vient de l'interaction entre les quantums d'espace, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la sensation on est dans un univers en expansion? Qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui change dans l'interaction entre ces quantums pour qu'aujourd'hui, on sente qu'on est dans un univers en expansion? Oui, là, il faudrait commencer à écrire les équations et voir, on le voit assez simplement. Si on commence à écrire l'équation, si... on a une notion de distance qui
qui viennent naturellement avec la structure granulaire de l'espace. Et on a une dynamique qui se fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement l'univers en expansion? Je vais le mettre de la façon la plus simple possible. Le nom, entre aujourd'hui et demain, le nombre de graines élémentaires entre ici et la galaxie d'Andromède va monter. Il y en a plus. Donc finalement, si j'envoie un signal de lumière d'ici là et revient, il passe plus de temps pour qu'il revienne. C'est-à-dire, la relation entre les quanta élémentaires d'espace crée une notion de distance qui finalement est le nombre de quanta qui est dynamique, qui change dans le temps. Donc l'espace qui va se former, c'est un espace qui peut devenir plus grand ou plus petit. Pourquoi il change? Ça dépend de pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez dire pour pourquoi? Nous connaissons les équations. Nous avons écrit des équations qui semblent décrire très bien son comportement et qui décrit le changement. Oui, Claude, vas-y. Et après, merci. Le jeune homme, effectivement, là. Oui, merci. Bonsoir, je suis juste là, à votre gauche. Pendant vos études, vous avez sans doute entendu parler du chaînon manquant. Peut-être c'est un concept qui n'est pas très, très physique, mais c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé. Chaînon manquant dans quel contexte? Dans l'étude de la matière et de l'espace-temps, pour comprendre l'évolution. Et quand on a découvert il y a quelques années le boson de Higgs, on pensait avoir découvert en effet le chaînon manquant. Est-ce que par rapport à votre recherche, cette découverte qui s'est faite au CERN a eu un sens et un apport pour justement découvrir un petit peu plus loin ce qui se passe? Oui. La découverte du boson de Higgs a été importante parce que le modèle standard, qui est la description à l'intérieur de la mécanique quantique, la théorie, les équations que nous avons pour décrire de la matière ont été écrites dans les années 70, oui. Et c'était toute une théorie assez fixe dans laquelle il fallait aussi qu'il y avait ce boson de Higgs. Et donc, on l'a trouvé. Ça a été important pour confirmer que l'image de la matière que finalement moi j'ai étudiée à l'école, ou un peu après l'école s'est solidifiée, était là bon. Ça fait 30-40 ans plus que nous avons une bonne théorie du monde qui continue à donner des oui. En même temps, ça rend plus faible les tentatives, les efforts de changer, de trouver quelque chose d'autre. Donc ça solidifiait. Aujourd'hui, nous avons assez net une brisure entre ce qu'on sait. Ça n'a pas été toujours comme ça dans le passé. Puis aujourd'hui, on sait très bien que le monde est décrit par la relativité générale, par la mécanique quantique, par le modèle standard, et il y a des problèmes ouverts. Et donc, il y a des tentatives de faire d'autres choses. La gravité quantique, pour résoudre le problème duquel je viens de parler, la structure de l'espace. La matière noire, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. La découverte du boson de Higgs a été un oui, ce que vous aviez jusque-là, c'est bon. Il y avait beaucoup de théoriciens qui n'étaient pas convaincus encore de ça. Pas tout le monde s'attendait que le boson de Higgs était là. Moi, j'avais fait une petite enquête entre les théoriciennes chez moi. Des gens disaient, je disais, un peu plus que la majorité, disaient oui, je m'attends qu'on va le trouver. Mais un bon 45% disaient, je pense que non. Voilà. Par contre, on s'attendait des choses nouvelles du CERN qui ne sont pas arrivées. La supersymétrie, on s'en attendait, ce n'est pas arrivé. Maintenant, le CERN est en train de repartir. Donc, beaucoup des rêves qui ont fait les théoriciennes dans ces dernières années pourraient être
détruit, non pas pour la découverte de quelque chose, mais par la non-découverte de quelque chose qui s'attend. Une dernière question là au milieu. Non, une dernière, parce qu'il faudra aussi que M. Rovelli, je suis désolée, puisse reprendre son souffle. Mais restez avec nous, il y a encore la dédicace, vous aurez l'occasion de continuer d'échanger avec lui de façon plus informelle. Allez-y. Oui. Alors, moi, je me demandais, en fait, par rapport à ce dont vous avez parlé concernant la notion de rebond, pardon. Ce que j'avais du mal à comprendre, c'est que si l'univers, au final, s'est créé lui-même par rebond, dans ces cas-là, est-ce que ça ne serait pas contradictoire avec la notion de causalité? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi si tu as un ballon, tu le laisses tomber, il rebondit, Mais comme l'univers, en fait, se serait créé lui-même, c'est comme si moi, par exemple, je me donnais une naissance à moi-même. Et je trouve ça compliqué à comprendre, finalement. L'univers se crée lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est soit il se crée lui-même dans ces cas-là et il y a forcément une origine, soit dans ces cas-là c'est un phénomène cyclique, il y a perpétuellement... Ah, je comprends. Oui, maintenant j'ai compris la question. Donc, la question c'est comment ça a commencé? C'est ça. Ouais. Je pense que la seule réponse raisonnable à comment ça a commencé, c'est qu'on ne sait pas. Attention, le fait que ça rebondit, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est cyclique, depuis toujours ça continue à rebondir. Peut-être, mais peut-être pas. Ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un vrai commencement de quelque type. Moi, je pense que la vraie réponse là, c'est que nous avons les idées un peu flues sur le temps. Nous sommes trop habitués à voir le temps comme une ligne. Donc, on n'arrive pas à imaginer qu'est-ce qui se passe. C'est un peu, tu sais, comme avant, il y a 2500 ans, les gens se disaient, mais comment la Terre peut terminer? Ça ne peut pas continuer à l'infini, la Terre, ça ne peut pas être infini. Mais en même temps, si je me promène, qu'est-ce qu'il y a? Je vois un trou à un certain moment et ça tombe. Mais finalement, il y avait une réponse très simple. Non, si tu marches sur la Terre, tu reviens de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de... et personne n'était y arrivé avant que quelqu'un, finalement, il y a 25 siècles, a eu l'idée que la Terre pourrait être comme ça. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient la mauvaise idée sur la possibilité que la Terre, sur la forme de la Terre. Donc là, je pense que nous avons des mauvaises idées sur le temps et donc nous avons difficulté à imaginer ce que c'est le début du temps. Mais je pense que donc il faut, sur les choses qu'on ne sait pas, je pense que la position de scientifique, c'est de dire je ne sais pas. Point. Là, on ne sait pas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette belle question aussi. Merci Carlo pour cette générosité et puis cette leçon d'humilité aussi. Je vous invite à la dédicace. Les livres sont là. Carlo, on va vous servir un verre. Restez à votre table pour la signature. Merci beaucoup.